Alors, spécialisterne, c'est quoi ce mot barbare? Spécialisterne, ça veut dire les spécialistes en danois. Et si certains d'entre vous sont militants dans le domaine de l'autisme depuis des années et des années, vous connaissez déjà ce terme, puisque le fondateur de Spécialisterne, Thorkild Sonne, c'est un Danois qui a été le premier au monde en 2004 à créer la première entreprise sociale où l'autisme et les autres neuroatypies sont vus comme des richesses pour le monde du travail. Il est parti d'un constat simple, il ne voulait plus que les personnes autistes s'adaptent au processus d'embauche et il a décidé que ça allait être l'inverse, c'est-à-dire on allait adapter le processus d'embauche aux personnes autistes. D'abord, Spécialisterne s'est focalisé sur les personnes autistes et au fur et à mesure des années qui ont passé, on s'est ouvert aussi aux autres neuroatypies, donc les profils 10 et TDAH aujourd'hui partout. On est dans 13 pays dans le monde et depuis 2004, on fait nos 20 ans cette année, on a contribué à faire recruter en CDI plus de 10 000 professionnels neuroatypiques chez nos clients. Donc nous, on travaille exclusivement avec des grands groupes privés ou publics, que ce soit Deloitte, IBM, Airbus, Boeing ou le ministère canadien des Finances. Chez nous, on veut faire du recrutement autrement, donc on veut permettre aux personnes autistes de montrer leur savoir-faire, de mettre en valeur leurs compétences sans avoir à se vendre, sans avoir à dire, à se raconter, mais plutôt en faisant. Donc on propose un recrutement concret et immersif où il n'y a plus d'entretien d'embauche et où il n'y a plus de CV. L'idée directrice, Julie vous l'expliquera quand elle va parler du programme, c'est d'arriver à concevoir un environnement de travail, et Yvan l'a dit, qui soit durablement accueillant pour la neurodiversité. Donc l'idée, c'est que la période d'essai, elle soit couronnée de succès et que ça dure dans le temps, qu'il y ait un maintien dans l'emploi réel. Le dernier petit détail, c'est que notre travail depuis 20 ans est reconnu par l'ONU au niveau des Nations Unies qui soutient ce que nous faisons. Donc ici, rapidement, vous voyez les endroits où on est implanté. En France, la seule chose que vous pouvez retenir, c'est qu'on est une entreprise privée montée sous forme de SCOP, pour ceux qui connaissent l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et qu'on a obtenu le label ESUS. Julie et moi sommes à Toulouse, mon associé est à Paris, on a également des collaboratrices à Bordeaux, mais sinon on intervient dans toute la France, y compris dans la francophonie, puisqu'on a aussi des clients en Belgique, au Luxembourg et au Maroc parfois. Ce qu'on a de particulier chez nous, c'est que la diversité cognitive, on la connaît de façon intime, soit parce que nous sommes des femmes neuroatypiques nous-mêmes, donc peu importe dans l'équipe qui est autiste, 10, TDAH ou les trois en même temps, et on est également des mères, des tantes, des sœurs de personnes neuroatypiques, donc on a des années de cohabitation avec des enfants, des ados, des adultes neuroatypiques. Donc les entreprises viennent aussi nous voir parce qu'ils sentent, je pense, qu'on a un petit peu cette sensibilité particulière. Concernant ce qu'on propose aux employeurs, désolé, il y a un petit truc au niveau du texte. On propose du recrutement inclusif. Donc Julie vous expliquera après, je ne détaille pas. On propose également tout ce qui est accompagnement d'équipe. Donc si on nous appelle parce qu'il y a un adulte autiste qui vient de découvrir à 35 ans son autisme et qui a des soucis dans l'équipe, l'entreprise nous appelle ou parfois le médecin du travail nous sollicite pour qu'on vienne faire un audit de la situation et essayer de voir ce qu'on peut proposer comme amélioration. Parfois on fait appel à nous pour du job coaching. Parfois il arrive qu'on fasse des bilans d'évolution professionnelle. Si on peut, on le fait nous-mêmes. Si on ne peut pas, on renvoie vers des personnes comme Christine, dont c'est le métier. Et on intervient aussi pour faire des formations et des sensibilisations, donc beaucoup en entreprise, mais on a aussi des demandes d'autres publics, comme les médecins du travail. Donc on a notamment sensibilisé un gros service de médecine du travail à Paris et on est très heureuse de pouvoir interagir également avec les médecins. Si au départ Spécialisterne a beaucoup travaillé dans le secteur de l'informatique, on s'est très vite ouvert à d'autres domaines et aujourd'hui nos clients ils viennent nous voir pour recruter des personnes autistes, pas que dans l'informatique mais aussi dans la comptabilité, dans la finance, dans tout ce qui est administratif, juridique. Et actuellement on va vous présenter une entreprise avec qui on travaille, pour qui on recrute dans le domaine de tout ce qui est physique, chimie, ingénierie. Ici, un petit extrait des clients. Donc, vous voyez, c'est des grands groupes, mais en France, il y a surtout, entre autres, Deloitte, Airbus, Accor, Thales, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait du recrutement inclusif chez Spécialisterne ? Donc, la première chose par laquelle on commence, c'est une phase de mobilisation, d'éducation, de réassurance et de négociation. Les autres phases du programme étant celle-ci derrière. Donc, il faut qu'il y ait, comme l'a dit Anna, expression d'un besoin.
Donc pour qu'il y ait expression d'un besoin, par exemple, je veux recruter un développeur neuroatypique et je veux recruter un comptable neuroatypique, il faut que l'entreprise elle ait l'envie. Comment on fait pour donner envie à une entreprise de recruter une personne neuroatypique ? Eh bien, ça se travaille, parce que ce n'est pas automatique. Donc, ça veut dire qu'avant, il va falloir aller éduquer l'entreprise, et pas que la DRH. Il va falloir aller au niveau de toutes les strates de l'organisation. Parce que si on a une DRH motivée, mais que derrière, le comité exécutif ne suit pas et qu'il ne donne pas les budgets, la DRH, elle ne peut rien faire. Et si la DRH est la seule à avoir envie, et que le responsable du département comptable et que le responsable du service informatique ne veut pas d'un autiste dans ses équipes, elle ne pourra toujours rien faire. Donc ça veut dire que pendant des mois et des mois, il y a un travail de préparation transversale lourd à faire pour débloquer les leviers quand on travaille dans des grands groupes. Il faut également s'assurer, avant qu'on lance un programme et qu'on communique dessus, que l'entreprise est d'accord pour mettre en place un certain nombre de choses concernant le contenu du poste. J'empiète un petit peu sur ce que tu vas dire, mais notamment les choses qu'on valide avec les entreprises, ça va être valider que l'entreprise est OK pour faire du temps partiel, valider que l'entreprise est OK pour faire plus de télétravail et donner peut-être plus de jours de télétravail que les autres, qu'un salarié neurotypique, valider qu'elle est OK pour les horaires décalés, que les aménagements sensoriels sont possibles et qu'elle est d'accord pour faire du job coaching avec nous. On ne s'engage jamais dans un recrutement inclusif chez Specialisterne si l'entreprise n'est pas d'accord aussi pour mettre en place de l'accompagnement post-embauche en phase 5 sur des durées qui peuvent aller minimum de 4 à 6 mois pour que le salarié neuroatypique, son chef neurotypique et ses collègues neurotypiques aient aussi de l'accompagnement à partir du premier jour du CDI. Et le programme global que Julie va vous présenter maintenant, de la phase 1 à la phase 4, dure environ de 6 à 7 mois. Julie, je te laisse la parole. Je ne suis pas aussi grande. Donc Gabrielle a commencé à parler de la phase d'analyse du poste, qui pour nous est vraiment importante, parce que c'est à partir de là qu'on lance le programme. Donc il y a évidemment les besoins de l'entreprise et on essaie de voir tous les points d'alerte dans le poste pour aussi anticiper tous les aménagements qui sont possibles. Donc Gabriel en a déjà listé pas mal, mais ça comprend, en plus de ce qui a déjà été dit, aussi la nature des tâches, le type de communication orale, écrite, en présentiel, est-ce que dans la description de poste standard, il y a telle chose, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut juste enlever cette tâche-là, qu'elle puisse être faite par quelqu'un d'autre dans l'équipe ? Et le truc aussi très important, c'est que nous, on sait que nos candidats vont avoir eu parfois des parcours chaotiques, n'auront pas pu valider leur diplôme. Donc, on négocie toujours à la baisse les prérequis en termes de diplôme. En France, c'est assez fort, il faut toujours avoir tel diplôme. Donc, c'est vraiment systématique. Alors, on n'a pas, nous, un niveau de diplôme qui est systématique et commun à tous les programmes. Ça va évidemment dépendre des besoins de l'entreprise. Mais en tout cas, par exemple, sur ce programme sur lequel on est en train de travailler, c'est généralement des ingénieurs Bac+5 à Bac+8 qui sont recrutés. On a négocié pour 2 postes que l'un soit accessible à un niveau Bac+2, donc même pas de diplôme obtenu, et l'autre au niveau Bac+3. Ce qui, pour nous, laisse la place à des personnes qui n'ont pas pu valider leur diplôme pour raison XY, mais qui, si elles sont intéressées par le sujet, ont pu acquérir des connaissances en autodidacte. Donc voilà, cette phase-là, pour nous, d'analyse du poste, elle est vraiment importante. On l'a fait avec le futur manager de la personne qui sera recrutée. Donc on est sûr qu'on est en phase. Et c'est seulement une fois qu'on a cette analyse de poste finalisée qu'on rédige une offre d'emploi qui va être diffusée et qu'on va commencer à chercher les candidats, ce qu'on appelle le sourcing. Donc ensuite, quand le sourcing, on diffuse évidemment très largement ces offres d'emploi qui sont rédigées de manière neurodiversity friendly dans tout notre réseau et sur les réseaux classiques de recherche d'emploi. Ça peut être aussi ciblé par rapport à un secteur métier en particulier. Et là, en fait, on va laisser une phase assez importante pour que les gens aussi aient le temps de s'informer au préalable avant de postuler, parce qu'on sait qu'ils peuvent être un peu effrayés pour postuler.
Donc on fait des webinaires d'information. On n'a pas de tri sur CV et pas d'entretien de sélection d'embauche, hein, comme vous l'a déjà dit Gabriel. Donc là, les candidats nous disent, c'est juste du déclaratif, moi par rapport à ce poste, dans un questionnaire, je sais déjà faire ça, je ne sais pas trop faire ci. Voilà, c'est du déclaratif. Et on les rencontre en visio pour commencer à discuter avec eux de ce qui les intéresse dans ce poste, de leurs besoins spécifiques, de leurs attentes. Ce qui est important aussi, c'est que les programmes sont assez longs. Et dès que quelqu'un nous manifeste son intérêt pour le poste, nous, en général, on met en place des programmes de e-learning. On a un partenariat avec IBM qui nous permet de rendre accessibles gratuitement des formations en ligne qui habituellement sont payantes. Donc ça, c'est pour tous nos candidats d'une manière générale. Candidats spontanés, même s'ils ne postulent pas sur un poste, peut avoir accès à des formations en ligne. Mais quand on recrute pour un poste en particulier, on va aller chercher des formations ciblées qui correspondent aux compétences attendues du poste pour permettre justement aux personnes qui ont eu des parcours chaotiques et qui peuvent avoir eu des études en physique, mais il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas trop, les batteries de voiture, comment ça marche, d'aller faire des modules de formation ciblés et d'utiliser tout ce temps du programme pour se former, se remettre à niveau, de telle sorte que quand ils arrivent en entreprise, ils aient eu ce temps de formation, s'ils en avaient besoin. Ensuite, on passe à la phase d'évaluation des compétences, qui est en fait en 2 temps. On fait une demi-journée de présélection dans les locaux de l'entreprise qui va recruter. Donc ça permet déjà aux candidats de commencer à connaître l'environnement. Et à l'issue de cette demi-journée ou de ces demi-journées, selon le nombre de candidats qu'on a, on retient une cohorte d'environ 6 à 8 candidats qu'on va inviter à une phase d'immersion professionnelle qui dure 3 semaines, toujours dans l'entreprise. Alors, pourquoi on fait cette phase d'immersion professionnelle dans l'entreprise? Toujours la même raison, hein, ça permet aux candidats de commencer à rencontrer les futurs managers dans un cadre qui n'est pas encore celui stressant de l'évaluation. Nous, on propose des activités concrètes. Il n'y a pas d'entretien où on doit se raconter. Et ça permet aux candidats, à travers des activités individuelles et de groupe, de montrer réellement ce qu'ils savent faire. Les 2 premières semaines sont encadrées par nous sur des activités spécifiques à Spécialisterne. Et la 3e semaine, c'est préparé à l'entreprise et nous en avance. C'est vraiment des cas métiers qui permettent, du côté de l'entreprise, au manager, de voir comment la personne se débrouille sur le métier, et aux candidats de voir est-ce que le métier correspond bien à mes attentes et à la représentation que j'en avais. Ce qui est important aussi, c'est que cette période de 3 semaines, ça nous permet de discuter avec les candidats de leurs besoins spécifiques. Alors pour certains, c'est assez facile, et pour d'autres, c'est vraiment une prise de conscience aussi, le fait de discuter de ça et de pouvoir ensuite exprimer, moi, mes besoins dans le travail, ça va être ça. Oui. Voilà. À l'issue de ces 3 semaines, on est en mesure, avec l'entreprise, de faire un retour aux candidats. Donc il y a évidemment ceux qui sont embauchés et qu'on va accompagner ensuite. Et il y a aussi les candidats non retenus à qui on va faire de toute façon un retour assez complet sur ce qu'on a pu observer sur leur pic de compétences et les points d'amélioration. Pour les personnes retenues, on les accompagne évidemment dans la préparation du contrat, dans leur discussion avec les ressources humaines. Et là, on peut sensibiliser les équipes de manière spécifique, puisqu'on sait que ça va être telle et telle personne. Donc on prépare avec les personnes retenues qu'est-ce qu'ils souhaitent dire pour sensibiliser leurs futurs collègues, leurs futurs managers, les médecins du travail, les personnes des ressources humaines. Et lorsque le contrat commence, là commence la phase de job coaching, dont Gabriel vous a déjà parlé, d'accompagnement dans l'emploi.
Bon, concernant les apports du programme d'inclusion, bien sûr, le fait de participer à l'immersion apporte plein de choses aux personnes. Pouvoir démontrer ses compétences autrement sans avoir à se vendre. Pour beaucoup d'entre eux, pour les plus jeunes, parfois certains nous disent que c'est la première fois de leur vie qu'ils vivent une expérience de groupe réussie et que c'est aussi la première fois qu'ils passent autant de temps, 3 semaines, avec d'autres adultes neuroatypiques. Donc ça a un impact aussi sur la conscience qu'ils peuvent avoir de leur autisme ou de leur neuroatypie. On a souvent des jeunes adultes qui nous expliquent que c'est au cours des 3 semaines avec nous qu'ils apprennent, par exemple, ou qu'ils mettent vraiment un sens sur ce que c'est que l'hyperacousie ou que leur hyperfatigabilité, parce qu'ils n'en avaient pas forcément conscience avant. Et puis bien sûr, qu'est-ce que ça apporte d'arriver dans un environnement préparé par spécialistes externes? Nous, en amont, comme je vous l'ai dit, dans la phase 0, on a travaillé au corps, entre guillemets, l'entreprise pendant des mois pour s'assurer qu'elle a envie de travailler avec des personnes neuroatypiques pour de bonnes raisons. Pas parce qu'ils veulent des petits génies, pas parce qu'ils s'attendent à faire un acte de charité, mais chaque fois, on essaye de rester sur cette ligne de crête où on essaye d'expliquer à l'entreprise qu'il faut recruter une personne neuroatypique pour ses compétences, toujours en parlant du fait qu'il y a besoin d'aménagement en permanence. Et on met beaucoup en avant aussi la fraternité et ce que peut apporter et apprendre une personne autiste à ses collègues neurotypiques et vice-versa. Voilà. Concernant ce qui peut se passer suite à l'immersion, je vous ai mis ici 2 feedbacks. Voilà, le premier, c'est celui d'une personne sur le programme d'Airbus Protect qu'on a fait sur la cybersécurité. Donc, voilà, il y a tellement de points positifs, rencontrer des neuroatypiques, pouvoir être entouré par une équipe qui fait tampon entre nous et le recruteur, se familiariser avec l'entreprise, s'apercevoir si oui ou non le job nous plaît, reprendre confiance en nous et en nos capacités au travail, reprendre un peu espoir que l'on n'est pas seul et que notre différence peut être une vraie chance. Et un témoignage de personne qui n'a pas été retenue à l'issue d'un autre programme. J'ai apprécié d'avoir pu remettre en jeu certaines problématiques vécues au boulot avant mon diagnostic avec tellement de bienveillance et de clairvoyance de la part de spécialistes externes que non seulement cela atténue beaucoup la portée de certaines expériences négatives passées, mais qu'en outre cela me porte à regarder plus efficacement les voies d'une intégration professionnelle. Dit autrement, cela relativise mes mauvaises expériences passées et me remet en selle et avec entrain pour des démarches nouvelles. J'estime avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu vivre et partager cette expérience forte. Donc, même pour les personnes non retenues, parfois cette immersion peut avoir une sorte de déclic et un point positif pour elles. Bon, j'ai des témoignages salariés, mais je pense qu'on n'a pas le temps parce qu'il est 10h29. Non, il va falloir qu'on sorte de la salle, on va se faire déloger. Ça commence dans 15 minutes, la prochaine présentation, ils vont vouloir venir s'installer. Donc je suis désolé, il n'y aura pas de questions.